bonjour. Bonjour Madame Loher. Bonjour. Dans le cadre de la Biennale 2021, qui est désormais numérisée, vu le contexte sanitaire, donc nous recevons Madame Loher, qui est normalienne, agrégée d'histoire et auteure de la biographie Anne de Bretagne, duchesse et reine de France. Voilà, donc je vais laisser parler Madame Loher, qui va nous faire un exposé sur Anne de Bretagne. Voilà. Bonjour, je vous remercie, Madame Hu. Je vous remercie aussi pour cette invitation, puisque la Biennale de Pontivy avait choisi un sujet magnifique. Il s'agissait des femmes et de leur histoire. Et quand on parle des femmes en Bretagne, il y a quand même une femme qui a eu une histoire tout à fait exceptionnelle, parce qu'elle a eu un destin hors du commun. Il s'agit de Anne, Anne de Bretagne, d'abord fillette orpheline, ensuite chef de guerre, et puis finalement reine de France par 2 fois, ce qui est tout à fait unique dans l'histoire de France. Alors, je crois que pour évoquer le destin d'Anne, il faudrait d'abord regarder une carte de Bretagne, ce que nous allons voir ensemble, puisque c'est grâce à une carte qu'on peut comprendre en partie ce qu'a été son destin et quels sont les choix qui ont présidé à sa vie. Comme nous voyons cette carte, nous nous rendons compte de plusieurs choses. Nous sommes ici à la fin du XVe siècle, puisque Anne est née en 1477 au château de Nantes. Et nous nous rendons compte à ce moment-là que le duché de Bretagne est un territoire qui est vaste à l'échelle de l'Europe. C'est une seigneurie considérable qui ne fait peut-être pas jeu égal avec le royaume de France, mais qui en tout cas compte parce que c'est un territoire qui est important, qui est grand. Et puis c'est un territoire qui a 2 particularités géographiques que nous voyons bien sur cette carte, où la Bretagne est représentée en vert. Nous voyons d'une part que la Bretagne a une faiblesse sur son flanc oriental, qui est de n'avoir qu'une frontière terrestre avec un seul pays. Elle a un seul voisin, et ce voisin, c'est le royaume de France. C'est donc un royaume, un souverain extrêmement important qui borde le duché de Bretagne et avec lequel il va falloir composer. Parce que quand vous avez un voisin de cette importance et de cette puissance, vous pouvez difficilement en faire abstraction. La Bretagne n'a pas d'autre voisin puisque, deuxième particularité, c'est un territoire qui a un littoral très important. Alors ça reste vrai jusqu'à aujourd'hui. La Bretagne a plus de 2000 km de littoraux, du fait de toutes les indentations de la côte. En fait, c'est un littoral extrêmement long et ça va jouer un rôle très important à plusieurs égards. D'abord, ça veut dire que la Bretagne regarde vers le reste du monde. C'est un territoire qui fait du commerce, qui a des liens avec d'autres pays européens très importants, par exemple avec l'Espagne. Les Espagnols sont très présents en Bretagne, en particulier dans le port de Nantes, en cette fin du XVe siècle. Donc, les liens sont très importants avec le sud, avec le nord également. Il y a beaucoup de commerce avec la Scandinavie. Et puis, bien sûr, de l'autre côté de la Manche, les Anglais sont également présents et ils jouent un rôle important dans la politique du duc de Bretagne, qui, du fait de sa position géographique et stratégique, se retrouve un peu coincé, pourrait-on dire, entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre, qui sont 2 des plus importants royaumes de cette époque. On peut donc dire que le duc de Bretagne a des voisins encombrants et surtout des voisins qui espèrent mettre la main sur son territoire et sur ses richesses. Et c'est à partir de cette constatation, à partir de cette carte, que nous pouvons essayer de comprendre ce qu'a été la vie d'Anne de Bretagne du fait de ses circonstances géographiques particulières. Alors je crois que nous n'avons plus besoin de la carte, que nous avons maintenant bien en tête, et nous allons donc pouvoir évoquer ce qu'est la vie d'Anne à travers d'abord son père, puisque Anne, c'est l'enfant du dernier duc de Bretagne, du duc François II, qui vit donc dans la 2e moitié du XVe siècle. François II, c'est un homme qui a eu la Bretagne par mariage, puis qui s'est marié avec Marguerite de Bretagne, qui n'est pas breton de naissance d'ailleurs, mais qui considère que cette seigneurie est un peu un cadeau du ciel qui lui est échu et sur laquelle il veut une mainmise importante. En particulier, il refuse absolument tout hommage complet qui serait prêté au roi de France. C'est ce qui est à l'origine de la querelle entre la Bretagne et la France. Vous savez peut-être qu'au XVe siècle, les guerres ont été multiples entre la Bretagne et la France, de la guerre de la Ligue du bien public à la guerre folle contre Louis XI, contre Charles VIII. Donc François II, le père de Anne, est un homme qui est constamment en guerre contre la France et qui doit également se tenir sous ses gardes du côté anglais, puisque les Anglais également espèrent bien
que la faiblesse due aux guerres incessantes leur permettrait de mettre le pied sur le territoire breton. Si bien que c'est un homme qui doit sans cesse se méfier et qui a également une contrainte très importante dans sa vie. Comme vous me direz, comme tous les grands seigneurs et comme tous les personnages qui ont un héritage à transmettre, il lui faut absolument un héritier pour transmettre cette Bretagne à son fils, puisque bien sûr, son héritier ne peut être qu'un garçon à cette époque. Non seulement la loi salique, vous savez, s'applique au royaume de France, seuls les garçons peuvent hériter, mais dans Bretagne, il est également question de loi d'héritage par les garçons, puisque depuis le traité de Guérande de 1365, il est impossible pour les femmes de monter sur le trône ducal. Par conséquent, François II attend avec impatience la naissance d'un garçon. Alors, il va en avoir des fils, puisque François II est un homme qui aime les femmes, et qu'en dehors de son mariage légitime, son mariage très officiel, eh bien, il a effectivement des garçons. Il y a François d'Avaugour, celui qu'on appelle le grand bâtard de Bretagne. C'est tout dire, on voit à peu près quelle est sa naissance. C'est le fils d'Antoinette de Maignolet, qui est donc une des favorites du duc. Seulement, voilà, François d'Avaugour n'est pas né d'un mariage légitime et il n'a strictement aucun droit sur la Bretagne. C'est la même chose pour son petit frère Antoine de Luce. Si bien qu'il est absolument nécessaire, et plus le duc avance en âge et plus il s'en rend compte, il est absolument nécessaire qu'il donne naissance à un garçon avec son épouse légitime qui s'appelle Marguerite de Foix, puisque sa première épouse, Marguerite de Bretagne, est décédée peu après d'ailleurs la naissance d'un garçon qui n'a pas vécu. Alors, évidemment, François II est très intéressé par les grossesses de sa femme, c'est quelque chose de très important pour lui, et aux joies, en 1476, sa femme, Marguerite, tombe enceinte. Alors, c'est formidable, on organise les couches de la duchesse au château de Nantes, puisqu'on est toujours dans la demeure de ses parents à cette époque, donc les enfants naissent là où les parents vivent. Et le 25 janvier 1477, on a tout préparé, sauf que eh bien, c'est une fille qui voit le jour, et cette fillette, qui est tout de même un enfant viable, qui va vivre, ce qui n'est pas si fréquent à l'époque, eh bien, on va la prénommer Anne, selon le prénom de la mère de la Vierge, Sainte Anne, et l'objet d'un culte important en Bretagne. Et pour la protéger, on va la mettre sous la protection de Sainte Anne. Alors, François II, il est évidemment heureux d'avoir un enfant, parce qu'à cette époque, on est toujours heureux d'avoir un enfant. Ça veut dire que le mariage est béni par le ciel. Mais évidemment, il préférait avoir un garçon. Alors, il réitère, et puis 2 ans plus tard, eh bien, il a à nouveau une fille qui s'appelle Isabeau. Oui, Anne a une petite sœur qui s'appelle Isabeau, mais toujours pas de garçon. Et puis, 6 ans plus tard, alors que Anne est dans sa 7e année, eh bien, Marguerite va mourir. Et donc, eh bien là, ça devient très difficile. Il faudrait qu'il se remarie pour avoir un fils. Et donc, plus le temps avance, et plus François se dit, eh bien, ça va peut-être être ma fille aînée qui risque de recueillir la couronne de Bretagne. Il est donc important de lui donner une éducation qui puisse l'aider à mener cette vie, ce destin exceptionnel qui risque de lui échoir. Et c'est effectivement ce qui explique l'éducation assez étonnante que va recevoir Anne de Bretagne, puisque à une époque où les femmes et les filles reçoivent en général une éducation assez sommaire, y compris dans les sphères les plus cultivées. Les jeunes filles, elles apprennent essentiellement à broder, c'est très important, elles brodent du linge d'autel, du linge religieux. Elles apprennent à chanter, parce que ça c'est important pour l'office religieux. Elles apprennent à danser pour les bals à la cour, elles apprennent à monter à cheval. Ça, dans l'aristocratie, les jeunes filles montent à cheval et participent aux chasses. Mais en général, pour ce qui est de l'éducation intellectuelle, elle est assez pauvre. On a quelques exemples à l'époque de princesses quand même qui font de la poésie, par exemple, ça existe, mais ça n'est pas extrêmement courant. Or, Anne va recevoir justement une éducation tout à fait complète grâce à sa préceptrice qui s'appelle Françoise de Dinan, qui est baronne de Chateaubriand et qui est une femme accomplie, qui elle-même a dû exercer le pouvoir sur sa baronnie et qui va donc lui donner les armes, si vous voulez, l'équiper pour cette vie étrange qui va se présenter à elle, une vie de pouvoir, une vie où elle va devoir être une espèce de seigneur en jupon. C'est un petit peu comme ça qu'on va pouvoir résumer sa vie. Alors, Françoise de Dinan lui donne les meilleurs professeurs et elle lui fait apprendre non seulement à lire et à écrire. Vous allez me dire, la belle affaire, lire et écrire, ah oui, mais à l'époque, sachez que quand elle épouse, par exemple, le roi de France Charles VIII, pour son premier mariage, Anne, eh bien, elle est beaucoup plus savante que lui dans ces matières. Charles VIII, il n'aime pas du tout les travaux d'écriture, il a beaucoup négligé cela dans son enfance,
Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup la chasse, mais qui a beaucoup de peine à lire en réalité. Ce qui peut paraître aujourd'hui étonnant pour un roi de France. Anne, c'est une élève très appliquée. Donc, elle apprend très sérieusement à lire, à écrire. Elle apprend le français, qui est la langue de cour. Alors là, il faut évidemment se poser la question, est-ce qu'elle apprend le breton? Est-ce qu'elle sait parler breton, la petite Anne? Eh bien, il faut savoir que la nourrice de Anne dans son enfance, ça n'est pas sa mère, puisque les grandes dames n'allaitent pas leurs enfants à cette époque, hein, ça ne se fait pas. Donc, on prévoit une nourrice, qui est une femme qui a eu un enfant à peu près au même moment et qui va allaiter le nourrisson. Et la nourrice de Anne, c'est la dame Éon, et la dame Éon, elle vient de Rennes. Et Rennes, ça n'est pas un pays bretonnant, c'est un pays gallo. Donc, on peut bien supposer que Anne a entendu parler gallo quand elle était enfant, petite, mais certainement pas breton. Donc, malheureusement, je crois que là, il faut se rendre à l'évidence. Il est tout à fait probable que Anne ne connaissait pas le breton, ne le parlait pas. Peut-être le comprenait-elle un peu, parce qu'elle avait peut-être entendu parler un peu dans son enfance. Mais ça n'était pas une langue qui lui était familière. Sa langue, c'est le français et le gallo, ça c'est certain, elle a entendu parler gallo. Et elle apprend également d'ailleurs des rudiments de langues étrangères, puisqu'on considère que son destin va certainement l'amener auprès de cours étrangères et à être en contact avec des souverains de pays étrangers. Elle apprend des rudiments d'allemand, elle apprend un peu d'anglais, puisque les Anglais sont très présents en Bretagne, et puis, ça c'est certain, elle connaît l'espagnol, puisque dans son entourage, il y a de très nombreux Espagnols. Il faut savoir que la branche maternelle de la famille d'Anne de Bretagne est originaire des Pyrénées et de Navarre. Éléonore de Navarre, une reine, était sa grand-mère. Donc, il est bien clair que Anne a une proximité importante avec la communauté espagnole qui se trouve à Nantes. Dans son entourage, on trouve en particulier une femme de chambre de confiance qui est espagnole. Son médecin accoucheur est espagnol. Elle a un certain nombre comme ça de personnes qui gravitent autour d'elle, avec lesquelles elle communique très probablement en espagnol. Donc, elle connaît pas mal de langues étrangères. Et puis, elle connaît aussi la langue de la diplomatie internationale, qui à cette époque est le latin, bien sûr, puisqu'on lui apprend le latin dans son enfance. Ça va lui servir beaucoup dans sa vie d'adulte, puisque Anne aura une correspondance directe avec plusieurs papes. Elle écrit et elle reçoit des missives de plusieurs papes qui se succèdent, parce que vous savez que les papes en général ont des règnes assez courts, donc elle va en connaître plusieurs. Et ce qui est assez rare à l'époque, c'est qu'elle est capable de lire elle-même les missives qu'on lui envoie. Elle n'a pas besoin qu'on lui traduise les lettres du pape. Donc, elle est capable de comprendre directement le message qu'on lui envoie sans qu'on puisse la tromper sur le contenu de la lettre ou sur les intentions du souverain pontife. Donc, ça lui donne un avantage considérable en termes diplomatiques, et c'est d'ailleurs, à l'âge adulte, quand elle sera reine, c'est quelque chose que toutes les cours européennes lui reconnaissent. C'est une femme qui traite elle-même ses affaires et qu'on ne peut pas tromper facilement. Alors, cette éducation ne serait pas complète sans quelques rudiments de mathématiques. Alors là, pour le coup, on est dans l'exotisme complet à cette époque, hein, puisque Anne sait tenir des comptes, elle sait faire des additions, des soustractions. Donc, ça va être extrêmement utile au moment où elle aura besoin d'emprunter de l'argent pour mener la guerre. Elle est capable de savoir ce qui lui reste dans ses caisses, combien elle peut emprunter, à quel taux d'intérêt et combien elle devra rembourser. Ce qui est alors là rarissime. Il y a très peu de souverains à cette époque qui sont capables de faire ce genre de calcul. C'est un aspect très négligé de l'éducation des rois de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. Elle a donc une éducation très complète qui va être également une éducation importante sur le plan religieux, puisque Françoise de Dinan est une femme très pieuse qui va lui donner, lui transmettre une révérence très importante pour la religion chrétienne. Bien sûr, nous sommes à la fin du Moyen-Âge. Hein. Tous ces souverains sont chrétiens, ils sont catholiques, puisque le protestantisme n'est pas encore apparu. Hein. Anne vit avant, juste avant l'arrivée du protestantisme. Et pour elle, la prière, la révérence aux saints, à tous les rites de la religion chrétienne sont extrêmement importants. Il ne s'agit pas seulement pour elle d'un décorum, ce qui est le cas pour certains souverains qui s'appuient sur le pouvoir religieux pour appuyer leur pouvoir spirituel et temporel. Pour Anne, il s'agit véritablement d'une croyance sincère. Par exemple, déjà dans son enfance, elle pratique la cérémonie du lavement de pieds au moment de Pâques. Hein. On fait venir des pauvres au château de Nantes et elle lave elle-même les pieds des pauvres. Également, elle va choisir dans son vêtement un symbole qui va l'identifier aux yeux de tous comme une bonne chrétienne, c'est la fameuse cordelière de Saint François d'Assise.
qui est un emblème qu'elle choisit assez tôt, qu'on va retrouver d'ailleurs dans plusieurs demeures où elle a habité. Elle fait sculpter des cordelières sur des cheminées, autour des fenêtres, dans ces beaux logis Renaissance qu'elle a habités. Et sur elle, sur son vêtement, sur sa personne, en guise de ceinture, elle porte systématiquement une corde qui est nouée à la taille, comme le faisait le Poverello, Saint François d'Assise. Sauf que bien sûr, ce n'est pas une corde de pauvre que Anne porte autour de la taille, c'est une corde richement ornée, généralement faite de fils d'or, de fils de soie, parfois ornée de perles, de cabochons, etc. Donc c'est un bijou en même temps. Ça montre à la fois sa magnificence princière et en même temps son attachement profond à la religion avec lequel elle ne transigera jamais. Alors, une fois qu'on a tracé ce portrait de ce que peut être l'éducation de cette fillette, il faut revenir au souci de son père qui, plus il avance en âge, plus il se dit cette fillette risque d'être le prochain duc de Bretagne, puisqu'il n'y a pas de garçon. Alors, c'est compliqué pour lui. En théorie, il n'a pas le droit de la faire monter sur le trône, mais en pratique, il va s'appliquer progressivement à donner un certain nombre de signaux aux grands barons de Bretagne de manière à leur faire accepter petit à petit l'idée que peut-être sa fille va devenir duchesse quand lui va mourir, quand lui va disparaître. Il la montre d'abord au public, il la fait participer au pouvoir lors de cérémonies publiques. À l'époque, faut-il le rappeler, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas beaucoup d'images, il n'y a pas de photographie. Donc, si on veut être un personnage populaire, si on veut être vu du peuple, il faut se montrer. Anne fait partie des cérémonies publiques. Elle sort avec son père dans la ville de Nantes, on la montre dans les vêtements pour qu'elle soit vue. Et elle participe même d'ailleurs aux cérémonies de torture publique, comme ça existe à l'époque, quand on dresse les échafauds sur la place de Nantes. Anne fait partie du public qui regarde ce, je n'ose pas dire spectacle. Nous sommes dans un temps qui nous paraît barbare aujourd'hui, mais ça fait partie des attributs du pouvoir, justement, d'être capable d'assister à ce genre de cérémonie. Et Anne sera toujours présente, si vous voulez. On lui fait faire quand même des choses qui sont extrêmement difficiles pour une fillette. Elle a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Jamais elle ne sera en retrait, c'est-à-dire qu'elle participe véritablement à toutes ces réunions, toutes ces cérémonies publiques, parce que son père considère qu'il faut qu'elle prenne à cœur son rôle de future duchesse. Et eh bien, dès qu'elle est en âge de choisir elle-même, elle continue effectivement à participer à toutes ces cérémonies de manière à montrer qu'elle n'a pas peur du pouvoir. C'est quand même une petite fille et on pourrait croire que les choses lui sont un peu pénibles ou difficiles. Il semble que ce soit vraiment une fillette de devoir. Je dirais, c'est peut-être un anachronisme, mais à certains égards, elle fait un peu penser à la reine d'Angleterre actuelle, c'est-à-dire une femme qui ne recule jamais devant ce qui lui est imposé par sa charge, par son devoir, par la place où le destin l'a mise. Elle a un destin à accomplir et jamais elle n'essaiera d'y échapper. Alors, les choses, justement, vont se précipiter pour elle, puisque le roi de France mène la guerre contre le duc de Bretagne, nous l'avons dit, et qu'en 1488, je ne vous apprends rien, se produit une bataille très importante entre la Bretagne et la France. 1488, c'est la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, où les troupes bretonnes affrontent les troupes du roi de France. Ça se produit pendant l'été. Toute la noblesse bretonne est présente et la noblesse bretonne va être décapitée par l'armée française qui, ce jour-là, remporte une victoire qui est assez terrible pour le duc. Effectivement, la défaite est totale. Le duc est très affaibli. Il faut reconnaître que c'est un homme qui a vécu beaucoup dans l'excès, qui est amateur de fêtes, amateur de femmes, et à 55 ans, c'est un homme qui est déjà très usé par la vie. Il est très fatigué, il fait très chaud, et on sent bien qu'il n'a plus très longtemps à vivre. Néanmoins, il va avoir le temps quand même de signer un traité avec le roi de France. Et le roi de France, qu'est-ce qu'il impose à François II? Alors ça, c'est intéressant pour nous parce que on pourrait croire que le roi de France va imposer de prendre des territoires, de prendre des forteresses. Eh bien, ça n'est pas son souci principal. Son souci principal, c'est le mariage de la petite Anne, qui à ce moment-là a 11 ans. En effet, dans le traité du Verger qui suit Saint-Aubin-du-Cormier, le roi de France impose au duc de Bretagne de ne marier sa fille qu'avec son consentement. Le roi de France doit autoriser le mariage d'Anne de Bretagne et corrélativement de sa sœur Isabeau. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette clause? Ça veut dire que
Le roi de France reconnaît implicitement que par ce mariage, Anne risque de transmettre la Bretagne à un autre seigneur, à un grand seigneur, et que le roi de France ne peut pas laisser échapper ce territoire sans avoir de contrôle sur le personnage qui sera choisi. Ça veut donc dire implicitement qu'il reconnaît d'une certaine manière que Anne est bien l'héritière de la Bretagne à travers ce traité. Mais nous n'en sommes pas là tant que son père est vivant. Ceci dit, les événements vont se précipiter et au mois de septembre, François de Salite, il est très affaibli et il va mourir. Il va mourir comme on le fait à l'époque, c'est-à-dire en public. Les grands personnages, comme les plus humbles d'ailleurs, à l'époque, se couchent sur un lit et font venir autour d'eux toutes les personnes qui leur sont chères et toutes les personnes qui vont devoir accomplir un certain nombre de devoirs et d'actes rituels après leur mort. François II s'allonge donc et on fait venir autour de lui les grands barons qui sont présents pour son agonie. La mort est publique à cette époque, c'est une époque très différente de la nôtre. Et il fait bien sûr venir sa fille aînée à son chevet, parce qu'il va falloir qu'il lui transmette un message. Puisqu'elle va devenir duchesse, il faut qu'elle ait l'ultime message transmis par son père. Quel va être ce message? François II la fait venir et il lui dit, ma fille, vous allez me promettre une chose, jamais vous n'assujettirez la Bretagne à la France. Alors, Anne, je le répète, elle a 11 ans. 11 ans. Imaginez cette fillette. Elle est au pied du lit de mort de son père. Elle sait que son père va mourir. Elle est en public. Il y a des hommes autour d'elle, nombreux, qui la regardent et qui se disent « Que va-t-elle faire ?» Et c'est là qu'elle montre toute sa force de caractère. Anne parle fort, elle parle haut pour qu'on entende bien ses paroles, et elle dit « Je jure ». Et à l'époque, quand on jure sur la Bible. Souvenez-vous, elle est très croyante, Anne. Ce serment qu'elle a fait à son père mourant est un serment qu'elle va devoir honorer pour le reste de sa vie. François II meurt, que va-t-il advenir? Anne va-t-elle devenir duchesse? En théorie, je l'ai dit, elle ne peut pas être duchesse. La loi le lui interdit. Le roi de France lui envoie à ce moment-là une missive extrêmement cordiale. Ce roi de France, c'est Charles VIII, qui lui dit « Ma cousine », effectivement, ils sont cousins, ils ont un ancêtre commun, « Ma cousine, vous êtes dans la douleur, vous êtes dans la difficulté, ne craignez rien, je vais vous protéger, je vais m'occuper de vous et je vais prendre en charge vos biens et vos terres. » En fait, le roi de France se dit « Une fillette qui est à la tête du duché, c'est clair, je vais pouvoir mettre la main directement sur le duché de Bretagne. » Pour lui, c'est une occasion inespérée. Eh bien, à sa grande surprise, il reçoit une lettre en retour de la petite duchesse qui lui répond « Eh bien, mon cher cousin, avant de prendre une décision quelconque sur les terres du duché, il faut d'abord que je consulte les États de Bretagne. » C'est une manière pour Anne de dire « Je ne cède pas, je vais consulter les barons, et si les barons m'acceptent pour duchesse, alors, eh bien, je continue la guerre contre le roi de France. » Alors ça, c'est tout à fait étonnant. Personne en Europe ne s'attendait à cette réaction. Tous les souverains, tous les rois d'Angleterre, l'empereur, le roi d'Espagne, tous les rois se disaient « c'en est fini de la Bretagne, c'en est terminé ». Et quand ils apprennent que cette fillette a tenu tête au roi de France et continue la guerre, tout le monde est incroyablement surpris. Elle fait montre d'un caractère auquel on ne s'attendait pas du tout. Et de fait, Anne va rester en guerre contre le roi de France pendant plus de 3 ans. C'est très long, 3 ans. Pendant 3 ans, elle va devoir chercher les financements, elle va devoir chercher les hommes, les armées, les mercenaires qui vont pouvoir continuer la guerre pour elle. Elle va vendre une grande partie de ce qu'elle possède, ses bijoux, sa vaisselle précieuse, etc., pour financer la guerre. Et puis, elle va surtout se réfugier dans Rennes, puisque son château de Nantes est pris. Elle est chassée de Nantes par le seigneur d'Albret, qui met la main sur la forteresse et qui la livre aux Français par trahison. Et donc, elle se retrouve dans Rennes, où, fait un signe à l'âge de 12 ans, Anne organise son propre couronnement. Les ducs se font couronner traditionnellement dans la cathédrale de Rennes. Et bien, elle décide d'organiser cette cérémonie, c'est-à-dire qu'elle va effectivement poser sur sa tête la couronne du duc de Bretagne. Elle devient duchesse de son fait et par sa décision, avec l'accord des grands barons qui considèrent qu'il est plus sage effectivement d'avoir cette duchesse plutôt que de tomber dans l'escarcelle de la France. Anne est officiellement duchesse et à ce moment-là, elle va prendre également une décision qui est très surprenante et très intéressante. Elle se dit, Anne, c'est quelqu'un qui en fait manie bien l'image et je dirais aussi peut-être par anachronisme la propagande. Elle se dit, mais qui peut croire à Quimper, qui peut croire
au fond de la Bretagne, en Cornouailles, qui peut croire à Carré qu'il y a une petite fille sur le trône de Bretagne? Personne ne peut croire cela. Il faut donc que je me montre, il faut que mes sujets me voient. Elle sort de Rennes avec une escorte, bien sûr, parce qu'elle est en grand danger. Et à cheval, elle va parcourir la Bretagne de manière à montrer que la Bretagne est gouvernée et qu'elle est gouvernée par elle, une fillette de 11 ans, 12 ans, 13 ans. C'est tout à fait étonnant, mais c'est un acte politique majeur. Pourquoi? Parce que quand ces sujets la voient, évidemment, ils prennent immédiatement fait et cause pour elle dans la guerre contre la France. Une petite fille comme ça, sans défense, forcément, on a envie de la protéger, on se dit que c'est elle qui est du bon côté. Donc, ça va être une tournée absolument triomphale pour elle. Elle revient dans Rennes et à ce moment-là, elle se dit quand même que si elle avait un époux à ses côtés pour l'aider contre le roi de France, ça serait quand même moins compliqué de mener la guerre contre ce roi. C'est à ce moment-là qu'on décide d'un mariage qui va être un mariage un peu étrange. Il y a beaucoup de négociations qui sont entreprises avec les cours européennes. Il y a pas mal de grands seigneurs qui aimeraient épouser Anne. Étant donné la dot qu'elle a maintenant, cette Bretagne intéresse beaucoup d'hommes. Et il y en a un qui paraît intéressant pour Anne parce que c'est un bon soldat, c'est quelqu'un qui possède des armées importantes, qui pourra financer en partie la guerre pour elle. C'est Maximilien d'Autriche qui va devenir empereur. On prend donc un certain nombre on prend langue, comme on dit à l'époque, avec la cour de Vienne et on décide effectivement de ce mariage. Maximilien accepte d'épouser Anne, seulement voilà, il n'a pas le temps de venir l'épouser parce qu'il est en train de faire la guerre chez lui. Et donc, très étrange, il envoie un émissaire qui va épouser Anne par procuration. Il y a donc un homme qui vient d'Autriche, qui s'appelle Wolfgang de Paulhan, qui est un plénipotentiaire, quelqu'un qui a les pleins pouvoirs de Maximilien, et qui vient donc dans Rennes pour épouser Anne lors d'une cérémonie publique. Il s'agit bien sûr d'une cérémonie symbolique, puisque, alors les choses se passent de la manière suivante. On organise un lit de parade public dans la ville que tout le monde peut voir. Il faut qu'il y ait des témoins oculaires, c'est important à une époque où on ne sait pas bien écrire, où, je répète, il n'y a pas beaucoup d'images, si ce n'est quelques gravures. Donc, on organise cette cérémonie publique. Anne, très richement vêtue, va s'allonger sur ce lit de cérémonie et l'envoyé de Maximilien va s'allonger à côté d'elle en découvrant l'une de ses jambes. Ce qui veut dire symboliquement qu'un homme est entré dans le lit de la duchesse. Donc, elle est mariée. Alors évidemment, on est au niveau du symbole, hein. C'est évident pour tout le monde. Néanmoins, c'est une cérémonie, même si elle est étrangère, puisqu'elle est d'origine germanique, est une cérémonie chrétienne. Donc, Anne considère bien qu'elle est mariée devant Dieu et qu'elle a pris un engagement. Pour elle, ça n'est pas un mariage à prendre à la légère. Alors évidemment, on organise des festivités, comme toujours dans les mariages princiers, hein, des banquets, des fêtes, etc. Et puis, Wolfgang repart en Autriche auprès de son maire, et Anne elle attend désespérément l'argent et les soldats que son époux doit lui envoyer, parce que c'est quand même bien pour ça qu'elle s'est mariée au départ. Le mariage d'Anne n'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage de raison, c'est un mariage politique. Tous ces mariages seront des mariages politiques. Elle le sait, elle y a été préparée dès son enfance, hein. Et il y a malheureusement, Maximilien tarde fort à envoyer, il tarde même tellement qu'il tarde trop. Et qu'au bout de plusieurs mois, la cour qui entoure Anne à Rennes, hein, ses conseillers, en particulier le chancelier Montauban, commence à se demander si ce mariage valait vraiment la peine, alors que le roi de France est en train de faire certaines propositions. Effectivement, à la cour de France, un certain nombre de personnes se disent mais dans le fond, le mariage avec la Bretagne permettrait de mettre fin à cette guerre et de mettre un terme à une opposition qui existe depuis si longtemps. Le père de Charles VIII, Louis XI, avait déjà pensé d'ailleurs à ce mariage et bien l'idée fait son chemin progressivement. Charles VIII se pose lui-même la question et pose une condition, il veut voir cette petite Bretonne qui lui tient tête depuis 3 ans et demi quand même. Il est en guerre contre elle depuis 3 ans et demi. Donc, très circonspect, dirons-nous, et il se rend finalement dans Rennes à l'invitation de la duchesse, et les deux jeunes gens se rencontrent. Elle a 14 ans, lui a 21 ans, ils sont assez jeunes finalement tous les deux. Maximilien était beaucoup plus âgé, hein, donc pour Anne, c'est quand même, comment dire, un arrangement ou une union qui ne serait pas forcément dénuée de plaisir, hein, d'une certaine manière. Ces deux-là sont jeunes. Et bien, quand ils se rencontrent, assez curieusement, ils se trouvent beaucoup de points communs. Eux,
eux qui se font la guerre, ils sont jeunes, ils sont plutôt joyeux. Et puis, ils ont un point commun très important, c'est que tous les deux ont eu des charges politiques très importantes à un âge très jeune, puisque Anne est devenue duchesse à 11 ans et Charles est devenu roi à l'âge de 13 ans, avant la majorité royale. Et donc, ils sont tous les deux entourés de vieux barbons, de conseillers qui les ennuient d'une certaine manière, et ils ont une certaine forme de complicité entre eux. Si bien que, contre toute attente, le mariage se décide très rapidement entre Anne et Charles VIII. Alors, le plus compliqué, c'est quand même pour Anne, puisqu'elle est officiellement mariée, et donc son confesseur va la convaincre que ce mariage, qui a suivi un rituel étranger, dans lequel elle n'a pas rencontré son époux, qu'elle ne rencontrera d'ailleurs jamais, tout à fait étonnant, jamais elle n'a vu Maximilien de sa vie, eh bien ce mariage il peut être rompu sans déshonneur face à Dieu. Et devant, on va dire, la haute politique, finalement, devant la diplomatie, Anne va s'incliner et va décider effectivement que le mariage avec Charles VIII est peut-être une solution possible. À partir du moment où le mariage est décidé, tout va très vite, puisque les époux vont se voir dans la soirée du 6 décembre 1491. Ils vont chacun faire la moitié du trajet. Anne arrive depuis Rennes. Charles arrive, alors depuis sa capitale, en théorie c'est sa capitale Paris, en réalité il est souvent dans le Val-de-Loire. Hein. Charles VIII est un roi qui vit beaucoup dans le Val-de-Loire. Et ils se retrouvent tous les deux au château de Langeais, qui est fameux pour cette noce royale, qui est une noce où sont présents de très grands personnages, peu nombreux. C'est une noce discrète, parce que dans le fond, c'est une noce diplomatique qui suit une guerre et qu'on veut régler très rapidement, puisque ça va permettre de régler le problème entre la Bretagne et la France. Également, la rapidité de cette noce, elle fait référence à quelque chose qui nous échappe un petit peu aujourd'hui, c'est que à l'époque, les rapts de jeunes filles qui ont une dot importante sont fréquents, très fréquents. Imaginez que sur son trajet entre Rennes et Langeais, Anne peut quand même être enlevée, kidnappée par un seigneur qui va l'épouser de force, qui lui ferait un enfant et qui de fait deviendrait duc de Bretagne. Donc il est très important qu'elle soit bien protégée au moment du voyage et qu'on fasse les choses le plus rapidement possible, de manière à ce qu'elle devienne reine de France immédiatement. D'ailleurs, le mariage est consommé immédiatement dans la soirée, de manière à ce qu'on ne puisse plus revenir en arrière, ce qui est un point très important à cette époque. Alors, sont présents au mariage à Langeais également, en plus du roi et de la désormais reine, hein, elle est devenue reine de France, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, sont présents également la sœur du roi, Anne de Beaujeu, et puis deux notaires qu'on a fait venir de Tours et auxquels on n'a pas expliqué, quand on les a convoqués, ce qu'ils allaient faire. Quand ils arrivent dans le château de Langeais, on leur dit, eh bien, vous allez écrire le contrat de mariage entre le roi de France et son épousée, la duchesse de Bretagne. Imaginez leur surprise quand même. C'est une mission tout à fait étonnante. Tout a été organisé à l'avance, les deux parties ont négocié au mieux des intérêts de chacun, et les termes de l'accord sont les suivants. Alors, on envisage tous les cas de figure, c'est-à-dire, si le roi vient à mourir le premier, alors Anne récupère sa Bretagne, elle redevient duchesse et la France n'a rien à voir sur ses terres. En revanche, si c'est Anne qui meurt la première, ce qui est beaucoup plus probable à cette époque, parce que les femmes meurent en couche à cette époque, elles meurent jeunes souvent, ce qui n'est pas le cas des hommes. Si c'est Anne qui meurt, alors le roi met la main sur la Bretagne. Il a bien fallu faire des concessions. Et ça, évidemment, ça contrevient un peu au serment qui a été fait à François II. Surtout, en dehors de cette affaire de la mort des époux, on envisage la succession, puisqu'ils sont jeunes, hein, 14 ans, 21 ans, on suppose qu'ils vont avoir beaucoup d'enfants, et que ce sont ces enfants qui vont recueillir la succession. On la règle donc de la manière suivante. On va donner bien sûr la couronne de France au premier fils, ça c'est la loi salique, hein, le fils aîné devient roi de France, et on va réserver la couronne de Bretagne au deuxième fils. De cette manière, la Bretagne et la France resteront séparées. C'est un arrangement qui convient parfaitement à Anne. Elle suppose qu'elle va avoir de nombreux fils et que la Bretagne restera séparée de la France. À partir de ce mariage, la vie de Anne de Bretagne va être une vie qui est dédiée à l'enfantement, puisque son rôle désormais, c'est de donner des enfants au roi de France, et particulièrement des fils. Il faut un héritier à la couronne de France. Et formidable, elle va enfanter quelques mois après son mariage, 10 mois après son mariage, d'un garçon
Donc, tout va bien, le mariage est béni par Dieu. Ce petit enfant va s'appeler Charles Orlan. Mais, comme beaucoup d'enfants à cette époque, eh bien Charles Orlan va mourir à l'âge de 3 ans. Il meurt de la rougeole. Les maladies infantiles à cette époque emportent énormément les enfants. On n'imagine pas aujourd'hui ce qu'était la mortalité infantile à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance. C'est absolument effarant. Beaucoup d'enfants meurent, en particulier les enfants qui naissent en hiver. Le froid emporte beaucoup d'enfants. Quand on est en été, on a plus de chances de survie. Et sur les 8 enfants auxquels Anne va donner naissance pendant son premier mariage avec Charles VIII, aucun ne va survivre. Elle va perdre tous ses enfants les uns après les autres. Charles Orlan est celui qui a vécu le plus. Il est mort à 3 ans. Elle accouche, elle perd son enfant 15 jours plus tard, un mois plus tard. Ce qui veut dire qu'en fait, ce premier règne de reine de France est un règne qui est rythmé par les grossesses, par les accouchements, par la mort des enfants et probablement aussi d'ailleurs par les fausses couches dont nous n'avons pas gardé trace. Mais il faut bien imaginer que c'est une vie où elle est constamment enceinte. Elle tombe enceinte pour la première fois, elle a 15 ans, et elle accouchera pour la dernière fois 3 ans avant sa mort, donc à l'âge de 33 ans, et sans cesse, elle est enceinte entre ces deux dates. Donc, c'est une femme dont la vie est marquée par la maternité et par une maternité malheureuse, puisque tous ses enfants du premier mariage vont disparaître. Alors, cette disparition des enfants va la mettre dans une position compliquée. Quand vous êtes reine, mère du futur roi, vous avez une position à la cour. Ça vous sécurise d'une certaine manière. Si vous n'avez pas d'enfant, alors vous avez une position qui est instable, qui est difficile. Et la position d'Anne va être particulièrement rude puisque Charles VIII, contre toute attente, meurt jeune dans un accident. On ne s'y attendait pas du tout. En 1498, alors que Anne vient encore d'accoucher d'un enfant qu'elle a encore perdu, il veut la distraire, ils sont tous les deux au château d'Amboise, et il lui dit, nous allons faire une partie de jeu de paume. Et je vous ai perdu. Et c'est bon. Et Anne, à ce moment-là, le suit, il court sur une coursive, il y a des travaux dans le château, et il se cogne la tête, et à ce moment-là, il est étourdi, et il va mourir dans la soirée. Ce qui veut dire que Anne, n'ayant pas d'enfant vivant, n'est plus reine de France. Elle n'est plus rien, d'une certaine manière, sauf que, quand même, grâce au contrat de mariage qu'elle avait signé, elle récupère sa Bretagne, elle redevient duchesse de Bretagne. Alors à ce moment-là, elle va rentrer en Bretagne, elle va rentrer dans son château de Nantes, qui va être un petit peu son ermitage, à l'endroit où elle retrouve ses repères d'une certaine manière. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on sort une des clauses du contrat qui avait été signé. Il y avait eu une clause un peu secondaire, on va dire, parce qu'on ne pensait pas du tout y avoir recours, qui consistait à prévoir qu'en cas de mort du roi, Anne épouserait son successeur. Mais honnêtement, ça ne devait pas arriver. C'est Anne qui devait mourir la première, ce n'est pas Charles qui devait mourir le premier. Cette clause, on va être obligé d'y avoir recours. Quel est le successeur de Charles VIII? C'est Louis XII, c'est Louis d'Orléans. Si Anne a signé le contrat disant qu'elle épousait le nouveau roi de France, Louis XII, lui, il n'a rien signé du tout. Lui, il n'a pas signé un papier en disant « j'épouserai la veuve de mon prédécesseur ». Donc, qu'est-ce qu'il va décider? Bien, Louis XII, il connaît bien Anne, puisqu'il a vécu à la cour de Bretagne quand il était plus jeune. Il a même été un de ses prétendants quand elle était enfant. Et lui, il accepte immédiatement, parce qu'il sait que Anne, elle a eu une éducation d'exception. Anne, c'est une reine formidable. Elle a le sens de la diplomatie, elle connaît parfaitement le code, les rituels des entrées royales, elle sait discuter avec un souverain étranger, elle a de la conversation, c'est une femme cultivée, c'est une femme intelligente. Donc lui, il n'hésite pas un instant, à tel point d'ailleurs que comme il est déjà marié, quand même, accessoirement, mais il est obligé de répudier sa femme. Il va répudier Jeanne de France pour épouser Anne. Et dès 1499, au mois de janvier, lui qui est couronné roi de France, il se rend en Bretagne, il se rend à Nantes et il épouse la duchesse chez elle, ce qui montre bien qu'il est prêt à faire le trajet jusque chez elle. C'est lui qui est vraiment volontaire pour épouser cette femme. On peut dire que c'est un petit peu l'apothéose de la vie de Anne parce qu'elle devient reine pour la deuxième fois, ce qui est unique dans l'histoire. Elle est vraiment choisie pour elle-même. Ses qualités sont reconnues. On veut qu'elle reste reine de France. Donc, elle va entamer ce second règne, je dirais, avec beaucoup de sérénité d'une certaine manière. Et les liens avec Louis XII vont être des liens très forts. Néanmoins, évidemment, son rôle est à nouveau de donner des enfants au roi.
Alors, ça va être un tout petit peu moins dramatique que dans son premier mariage. Elle va accoucher de 6 enfants et 2 vont survivre. Ces 2 enfants s'appellent Claude et René. Ça aurait pu être des prénoms de garçons. C'est tout à fait frappant qu'on donne des prénoms qui auraient pu être des prénoms de garçons à des enfants qui sont des filles. Claude, la reine Claude, et René qui va naître 3 ans avant la mort de sa mère et qu'en en fait elle ne connaîtra quasiment pas. Donc pendant longtemps, c'est Claude qui est la seule héritière du couple royal. Elle est fille de France, c'est-à-dire qu'elle est fille d'un roi de France. Et en même temps, eh bien, elle risque de devenir duchesse de Bretagne, puisqu'il n'y a pas de garçon, et elle risque bien de recueillir cet héritage. Alors, pour Anne, finalement, la fin de sa vie, la grande question de la fin de sa vie, c'est le mariage de Claude. Puisque si Claude hérite de la Bretagne, ça veut dire que son mari va avoir du pouvoir sur la Bretagne. Donc, il faut qu'elle soit bien mariée, qu'elle soit mariée en fonction de l'intérêt des Bretons et que la Bretagne ne soit pas assujettie à la France. Souvenez-vous de la promesse qui a été faite à François II. Alors, Anne va essayer par tous les moyens de marier Claude en dehors, on va dire, de la sphère française, c'est-à-dire qu'elle va envisager le mariage avec le futur Charles Quint, c'est-à-dire le petit-fils de Maximilien, souvenez-vous, celui qu'elle avait épousé par procuration. Néanmoins, le roi de France n'est pas favorable. Louis XII ne souhaite pas que sa fille épouse le petit-fils de l'empereur. Et puis surtout, il y a un candidat assez naturel au mariage. Si jamais Anne et Louis n'ont pas de fils, qui devient roi de France? C'est François d'Angoulême, c'est le futur François Ier. Si bien que à la fois le roi et les États généraux, c'est-à-dire les grands personnages du royaume de France, se disent, eh bien, le mariage idéal, c'est de marier la princesse Claude avec François d'Angoulême. Comme ça, si François devient roi de France, eh bien, on réitère le mariage entre la Bretagne et la France tel qu'il a été fait à la génération précédente. Anne freine des 4 fers, elle ne veut pas de ce mariage avec François d'Angoulême, et Louis XII, soit respect pour sa femme, soit peut-être un peu crainte du caractère peut-être volcanique de Anne, on ne sait pas. En tout cas, Louis XII va attendre la mort d'Anne pour marier Claude à François. Tant que Anne est vivante, Claude n'a pas été marié à François d'Angoulême. Ce mariage aura lieu 4 mois après la mort de la reine, puisque Anne meurt en janvier 1514 et le mariage a lieu au mois de mai 1514. Et pour dire à quel point quand même Louis XII était attaché profondément à sa femme, il va faire plusieurs entorses à l'étiquette royale. D'abord, il va montrer publiquement sa peine, ce qui ne se fait pas. Dans le royaume de France, un roi ne doit pas montrer qu'il est malheureux, même quand il est veuf. Il va s'enfermer pendant 3 jours sans vouloir recevoir personne au moment de la mort de Anne, ce qui est absolument hors de tout ce qu'on pratique à l'époque dans les cours royales. Et puis, deuxième élément tout à fait surprenant, il va obliger tous les invités à la noce de sa fille, au mois de mai, à s'habiller en noir. Tout le monde est en noir à la noce de la reine Claude et du futur roi François Ier. Alors, je dirais les derniers mots qu'on pourrait dire, c'est la fin, c'est la mort de Anne. Elle meurt à l'âge de 37 ans. Ce qui nous paraît fort jeune aujourd'hui, mais ce qui est un âge avancé à l'époque. On considère que c'est une vieille dame à l'époque. Hein. Elle est usée par ses maternités, par ses grossesses quand même. C'est une vie, elle n'a pas chômé, elle a enfanté beaucoup, elle a assumé son rôle de représentation publique avec beaucoup de sérieux. Elle a beaucoup voyagé dans des conditions qui étaient très rudes à l'époque. Hein. Elle était souvent à Lyon d'ailleurs, puisque son mari a mené les campagnes d'Italie. Elle a gouverné, elle a été régente du royaume de France. Donc, on peut dire qu'elle a eu une vie bien remplie, une vie bien pleine. Et quand elle meurt, c'est une reine qui gouverne depuis longtemps, en fait, qui est depuis longtemps présente. Et donc, les sujets sont attachés à elle. Si bien qu'elle va bénéficier de funérailles exceptionnelles. L'exposition, à l'époque, on expose le corps des souverains, on les momifie, hein, vraiment au sens propre, de manière à pouvoir les exposer. Son corps est exposé pendant 1 mois à Blois, ce qui est tout à fait étonnant, puisqu'elle meurt à Blois. Hein, on va la regarder, on va voir son corps pendant tout 1 mois. Vont défiler devant elle des particuliers, des grands seigneurs, des paysans, qui viennent voir leur reine pour la dernière fois, avant qu'elle soit transportée à l'endroit où sont enterrés tous les rois et puis certaines reines, parce que c'est arrivé plus tard pour les reines, c'est-à-dire la basilique de Saint-Denis, au nord de Paris, dans la nécropole royale. On va enterrer le corps de la reine duchesse. Et puis, comme elle est aussi duchesse, on va faire quelque chose pour se souvenir qu'elle a été duchesse de Bretagne.
On va extraire de son corps son cœur. Alors là aussi, pratique surprenante pour nous, mais très courante à l'époque. Les souverains bénéficient de ce qu'on appelle des sépultures multiples. C'est-à-dire qu'on enterre leur corps à plusieurs endroits. Donc, évidemment, on est obligé de les démembrer d'une certaine manière. On enlève souvent leur cœur qu'on met dans un vase et qu'on va placer à un endroit différent du corps. Et le cœur d'Anne, où est-ce qu'on va le retrouver? Bien sûr, on va le placer à Nantes, qui est sa ville de naissance, qui est la ville où se trouve le tombeau de ses parents qu'elle a fait faire, un tombeau magnifique qu'on peut voir aujourd'hui dans la cathédrale de Nantes, et qu'on va enfermer dans un joli reliquaire en or qui s'appelle la carte de Taf, et qui a failli disparaître il y a 2 ans dans un cambriolage, vous le savez, mais qu'on a retrouvé heureusement, parce qu'on avait bien peur que ceux qui l'avaient volé ne sachent pas l'aspect symbolique et l'aspect historique qui s'attachait à cet objet. Heureusement, on l'a retrouvé et on l'a rendu au musée d'Aubray, où ce cœur est aujourd'hui conservé. Donc, le tombeau principal de Anne se trouve à Saint-Denis, mais son cœur se trouve à Nantes et il est resté donc auprès de ses parents dans sa Bretagne natale, elle qui fut bien, le dernier duc et donc duchesse de Bretagne. Mais en réalité, on devrait dire qu'elle est duc parce qu'elle est devenue seigneur à la suite de son père. Alors, j'ai résumé à très grands traits ce qu'était la vie d'Anne de Bretagne. Je crois qu'on pourrait encore en parler pendant très longtemps parce que c'est un personnage tout à fait exceptionnel, très attachant d'ailleurs quand on s'intéresse vraiment à ce qu'a été sa vie au quotidien, surprenant par les décisions qu'elle a prises, d'un caractère hors du commun. Et je dirais, voilà, pour ceux qui ont la chance de vivre en Bretagne, on peut marcher sur ses traces, en particulier au château de Nantes. Ça peut être intéressant d'y faire un tour et pour se souvenir que c'est elle aussi qui a fait terminer en fait les travaux qui avaient été commencés par son père dans ce château magnifique avec sa façade Renaissance à l'intérieur qui date de l'époque d'Anne de Bretagne. Mais on peut marcher sur les traces de Anne de Bretagne à Pontivy également, puisque nous avons un passage Anne de Bretagne. Tout à fait, tout à fait. En fait, Anne est revenue en 1505 en Bretagne où elle a fait le Trobrez, elle a fait le grand pèlerinage du Tour de Bretagne. Et à ce moment-là, effectivement, elle a été logée dans des maisons qui souvent, d'ailleurs, portent le nom maison de la Duchesse Anne. Il y en a à plusieurs endroits, puisque certains bourgeois des villes, en fait, prêtaient leur maison pour que la Duchesse puisse être logée pour une nuit ou 2 nuits, ce qui leur rapportait d'ailleurs un prestige considérable à ce moment-là. D'accord. Bien, mais je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je peux vous poser quelques petites questions? Mais je vous en prie. Donc, si j'ai bien compris, Claude, la fille de Anne et de Louis XII, donc épouse François Ier, roi de France, oui. Mais elle perd, comment dire, elle ne peut pas honorer la promesse que Anne a faite à son père de garder le duché de Bretagne. Alors ça, vous avez tout à fait raison, c'est un point important. En fait, c'est elle qui hérite du duché, ce qui d'ailleurs n'est pas légal d'une certaine manière. Ça aurait dû être sa petite sœur, Renée, puisque c'était le 2e enfant qui devait hériter du duché. Sauf que Renée était très petite au moment de la mort de sa mère et qu'on l'a très vite écartée de la succession. Donc, c'est Claude qui recueille la Bretagne et en fait, très curieusement, Anne ne lui a pas transmis l'éducation et le serment qu'elle a prêté. Claude n'aura aucune idée, aucun souci de préserver la Bretagne des intérêts de la France. Elle ne fera rien pour conserver l'indépendance bretonne. Et en fait, elle va même aller jusqu'à donner la Bretagne à son époux, François, par un acte de donation. Si bien que quand elle disparaît en 1524, François a toute latitude, François Ier a toute latitude pour faire de la Bretagne un territoire français. C'est à ce moment-là qu'il va proposer l'édit d'union aux grands seigneurs bretons. Et là, il faut reconnaître que, voilà, on avait le choix. Est-ce qu'on reprenait la guerre contre la France ou est-ce qu'on s'unissait à la France sous forme d'une union personnelle, c'est-à-dire un personnage qui aurait eu 2 couronnes séparées mais sur la même tête, un petit peu comme la reine d'Angleterre a la couronne d'Angleterre et la couronne d'Écosse. Eh bien, les grands de Bretagne ont été favorables à la paix, il faut bien le dire. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que l'édit d'union de 1532 s'est transformé en une, certains diront une annexion. L'annexion proprement dite, je dirais qu'elle a plutôt lieu sous Henri II. C'est le fils de François Ier, puisque Henri II, lui, il décide d'enlever de sa titulature le titre de duc de Bretagne, puisqu'il considère que la Bretagne, c'est la France. Donc c'est vraiment à ce moment-là que la Bretagne disparaît en tant qu'entité indépendante. En fait, à vous écouter, donc
j'ai bien suivi. En fait, donc, Anne de Bretagne était vraiment très, très cultivée. Elle était politiquement impliquée, même engagée. Et donc, en fait, elle diffère un petit peu des autres reines qu'on peut connaître, parce que souvent les reines étaient plutôt, comme vous disiez, enfin, étaient là pour procréer, notamment des fils. Tout à fait. Elles avaient plutôt un rôle de précepteur parce qu'elles retrouvaient leurs enfants vers l'âge de 7 ans, que souvent on les mettait en nourrice. Et donc, elles avaient un rôle de précepteur pour les éduquer dans leur rôle de futur roi. Et souvent, elles étaient là au niveau de la régence quand le père était décédé. Donc, Anne a complètement, comment dire, changé ses codes, si on peut dire. Alors, en fait, on choisissait à l'époque, le roi choisissait une reine. Comment il la choisissait? Il choisissait une jeune fille qui était susceptible de lui donner des enfants. Et cette jeune fille, une fois à la cour, n'avait pour mission effectivement que d'enfanter. Si elle avait la chance de mettre au monde un garçon, alors elle pouvait peut-être prétendre à une certaine importance politique. Comme vous le disiez, elle pouvait par exemple devenir régente, ce qui avait été le cas de la mère de Saint-Louis, Marguerite de Provence par exemple. Mais en réalité, il n'y a quasiment pas de cas où un homme épouse, comme c'est ici le cas, un seigneur avec lequel il a été en guerre. C'est un cas tout à fait étonnant, tout à fait surprenant. En fait, il épouse son ennemi de la veille et il doit forcément composer. À partir du moment où l'union se fait entre ces deux personnages, il sait qu'il épouse un chef d'État. Il n'épouse pas une simple jeune fille qui va lui donner des enfants. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est en cela que le mariage de Anne est très différent de celui des autres reines. Mais pour être tout à fait juste, il faut quand même dire que sous Charles VIII, elle n'a pas eu beaucoup voix au chapitre. Elle a eu beaucoup de mal à se faire entendre, en particulier du fait de la sœur du roi, Anne de Beaujeu, qui évoquait sans cesse un complot breton. On disait qu'il y avait un complot breton à la cour de France, on se méfiait d'elle. C'était vraiment sous le règne de Louis XII, donc avec son deuxième époux, que là, elle a vraiment acquis toute la confiance de la cour. Alors, il faut dire aussi qu'elle était plus âgée, elle avait 21 ans au moment de son deuxième mariage. Et là, on lui a vraiment donné des responsabilités à la hauteur de ce qu'elle était capable d'assumer. Mais effectivement, si on regarde la galerie des reines de France, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu l'importance qu'elle a eue et qui ont véritablement gouverné ou régné. C'est très rare, en fait. Après elle, il n'y a guère que Catherine de Médicis, c'est la seule. Toutes les autres reines, peut-être Anne d'Autriche, mais Anne d'Autriche a très vite été écartée par son fils. En réalité, la plupart des reines n'ont pas pu exercer le pouvoir. D'accord. Alors, une question peut-être naïve, bête, peut-être toute simple. Pourquoi avoir écrit sur Anne de Bretagne? Oui, alors en fait, j'ai fait des conférences en Bretagne depuis une dizaine d'années à peu près, à plusieurs endroits, sur l'histoire de la Bretagne. Et la conférence que je faisais sur Anne attirait toujours un public nombreux et qui me posait énormément de questions. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que c'était vraiment un personnage qui intéressait beaucoup le public. Et à mesure qu'on me posait des questions, le questionnement est venu. C'est-à-dire, là, on me posait des questions, je cherchais des réponses et j'essayais de comprendre finalement ce qui s'était passé, quel était son caractère, pourquoi elle avait fait certains choix. Et ben, au bout de 8 ans, j'ai eu envie de faire un livre avec tout ce questionnement que j'avais eu autour du personnage de Anne. Et il m'a fallu 2 ans pour l'écrire. Donc voilà, cette biographie est née finalement de la rencontre avec le public. D'accord. Et justement, là, vous venez de dire que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de Anne de Bretagne, ça attire du monde, tout le monde est très curieux de ce personnage. Et pourquoi, d'après vous, pourquoi est-ce que Anne de Bretagne suscite, et elle a traversé des siècles, je ne sais pas comment dire, quoi, elle a traversé des siècles, cette image. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'on garde cette image et pas d'autres reines, notamment celle que vous avez citée tout à l'heure? Alors, vous voyez, tout à l'heure, je citais Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, on va l'assimiler au poison, on va l'assimiler à la Saint-Barthélemy. C'est une reine noire. Anne de Bretagne, pas du tout. Elle est restée célèbre alors qu'elle n'est attachée à aucun scandale. Aliénor d'Aquitaine, elle est restée célèbre, mais en fait, est attachée à sa personne un parfum de scandale aussi, de scandale plutôt sexuel. C'est pas du tout le cas d'Anne de Bretagne, qui est une femme fidèle, qui aime ses époux, qui est très loyale, en revanche, c'est une reine qui a régné très longtemps. C'est à l'échelle de l'histoire de France, je crois qu'elle est à la 3e place. Vous voyez, c'est dire que voilà, c'est le 3e plus long règne de l'histoire. Donc forcément, elle a marqué les mémoires. C'est quand même la grand-mère et l'arrière-grand-mère de beaucoup de rois de France,
puisque tous les Valois du XVIe siècle sont ses petits-enfants, qu'il s'agisse de Henri II, qu'il s'agisse de Henri III, qu'il s'agisse de Charles IX, qu'il s'agisse de François II. Tous ces rois-là, en fait, sont les petits-fils d'Anne de Bretagne. Donc, ça veut dire qu'à la cour de France, son souvenir a été prégnant pendant longtemps. On a beaucoup parlé de la Bretonne, forcément, puisque c'était l'aïeule, c'était la grand-mère qui était venue d'un pays étranger, qui s'était battue contre son mari, qui ensuite l'avait épousée. Donc, c'était un personnage, certainement, dans les sphères de la cour et dans la sphère royale. Et au niveau du peuple, c'était aussi un personnage qui avait laissé une empreinte. Alors, en Bretagne, évidemment, tout le monde sait que si on mange du beurre salé, c'est parce que Anne a négocié que les Bretons ne paieraient pas la gabelle. Donc, elle a laissé un souvenir positif. Même chose pour les routes, qui ne sont pas payantes. Anne a négocié aussi au moment de son mariage le fait qu'il n'y aurait pas de péage entre la Bretagne et la France, que le commerce devait être libre entre les deux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de péage. Hein. Donc, ça reste vraiment des éléments qui sont chers, je dirais, à la mémoire et au cœur des Bretons, ça c'est sûr, et aussi du reste des Français, parce que c'est une reine qui a régné très longtemps et qui a laissé un souvenir très positif dans le fond. Et surtout, à vous écouter, Anne, quand elle était reine, elle semblait très attachée à son duché, à sa terre natale, par rapport à la France, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi le souvenir. Oui. Alors là, oui. Alors là, je dirais par contre, attention, ne soyons pas trop sentimentaux. Anne, elle est attachée à son duché d'abord parce qu'elle est seigneur chez elle quand même. Hein. À l'époque, quand vous êtes seigneur d'un lieu, vous n'avez pas du tout envie qu'on vous le prenne. C'est votre héritage, c'est à vous et vous défendez votre bien. Hein. C'est quand même comme ça qu'il faut le voir au début. Et alors après, effectivement, quand elle se retrouve reine de France, c'est sûr que les Bretons ont son oreille. Si on veut parler au roi, si on est breton et qu'on veut parler au roi, on veut passer par la reine, forcément. Elle a un lien privilégié, particulier avec ces sujets-là. Donc, c'est vrai qu'elle devient vraiment l'interprète des Bretons auprès de la cour de France. Et elle va forcément acquérir à ce moment-là une stature peut-être encore plus bretonne qu'elle ne l'avait avant. Je rappelle quand même que Anne, elle n'est pas bretonne, elle est née à Nantes, mais son père, il vient du Val-de-Loire et sa mère, elle est espagnole. Hein. Donc, cet attachement à la Bretagne, c'est vraiment un attachement politique au départ et qui progressivement, sans doute, s'est transformé. Ça, oui. D'accord. Alors, je voudrais juste revenir à la promesse qu'a fait Anne à son père sur son lit de mort. Donc, vous aviez donc cité la loi Salic, mais justement, il n'y a aucun, comment dire, aucun baron, aucun qui a contredit ça, qui a dit comme ça, attendez, il y a cette loi, on ne peut pas transmettre la couronne entre guillemets à une fille. Personne n'a essayé de contredire, d'aller contre cette volonté. Alors, il y a deux choses. D'une part, François II avait bien préparé le terrain, c'est-à-dire que ça faisait plusieurs années qu'il avait répandu cette idée que c'est sa fille qui devait lui succéder. Donc, elle bénéficiait quand même de cela. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils ont dit oui officiellement, mais en réalité, il y a eu un nombre de trahisons terribles dans le camp breton. C'est-à-dire qu'un certain nombre de seigneurs bretons étaient ce qu'on appelait, ils étaient pensionnaires. Anne, un jour, on lui a mis sous le nez la liste des pensionnaires de Bretagne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était des gens qui recevaient une pension du roi de France pour trahir Anne. C'est vous dire. Donc, il y avait quand même un certain nombre de Bretons qui jouaient double jeu, qui soutenaient la Bretonne chez elle et qui touchaient de l'argent du roi de France au cas où les choses tourneraient mal. Donc, elle a quand même eu, au moment où elle était en guerre contre le roi de France, elle a eu affaire quand même à beaucoup de trahisons, y compris dans son cercle très proche, puisqu'un jour, elle a découvert quand même que Françoise de Dinan faisait partie de la liste des pensionnaires. Sa propre gouvernante, la femme qui l'avait élevée, avait en réalité choisi le camp du roi de France. Mais je dirais, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. C'était des gens qui étaient prêts à changer de casaque, on va dire, en fonction des événements militaires et des victoires des uns et des autres. Est-ce qu'on sait de quoi est morte Anne de Bretagne? Alors, on sait qu'elle avait plusieurs affections. Elle avait très mal aux yeux et elle avait très mal aux reins. Ça, c'est attesté par les textes et par les témoins de l'époque. Elle était également atteinte de tuberculose osseuse, ce qui faisait qu'elle boitait. Hein. Anne, elle était toute petite et elle avait une boiterie dès l'enfance qui était fortement marquée. Elle avait une semelle qui était plus épaisse que l'autre, hein, pour que ça ne se voit pas trop dans les cérémonies publiques. Et on pense que ce qui l'a emporté quand même, c'est la maladie des reins.
Elle avait probablement des calculs puisqu'elle a beaucoup souffert dans les derniers jours, hein, donc une douleur au niveau des reins, ça correspond en général à des calculs. Mais de toute façon, les historiens considèrent que, étant donné le nombre d'accouchements qu'elle avait dû endurer, même si c'était une forte nature, hein, parce qu'elle avait survécu quand même à tous ces accouchements, ce qui est rare à l'époque, ça l'avait épuisée, c'est certain. Donc, cette maladie qui peut-être ne l'aurait pas tuée dans d'autres conditions, du fait de son état général, l'a emportée. Elle est morte d'ailleurs en hiver, hein, elle est morte au mois de janvier. Donc, bon, ça aussi, ça joue, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, vous aviez dit tout à l'heure que donc Anne de Bretagne a été sacrée à la basilique Saint-Denis, c'est ça? Oui. C'est important d'avoir été dans cette basilique et au lieu de, je me souviens plus de l'église que vous avez citée, pardon. Oui, alors si, elle est sacrée reine, c'est-à-dire qu'il y a une cérémonie de couronnement à la basilique de Saint-Denis et elle est enterrée également dans cette basilique qui est la nécropole des rois et des reines de France. Oui, c'est important d'être sacrée dans cette basilique parce que peu de reines en ont bénéficié et surtout elle en a bénéficié 2 fois. Et toute cérémonie publique, avec beaucoup de gens qui vous voient, revêt une importance politique très importante à cette époque. Hein. Le fait qu'elle arrive comme ça devant cet édifice, elle a les cheveux déliés, elle est dans une chemise blanche au moment où elle entre dans l'église, montre à tous qu'il va y avoir une transformation. Quand elle ressort, elle a le manteau royal, elle a la couronne sur la tête. Donc c'est vraiment une cérémonie qui marque, qui frappe les esprits et qui s'accompagne d'ailleurs d'énormément de réjouissances. On distribue de l'argent, on distribue de la nourriture. Donc ça doit être un bon souvenir aussi pour le peuple qui assiste à ces cérémonies. Donc, ce sont des moments importants de politique qui vont aussi donner de l'importance à son personnage. Et elle y veille, elle est très attentive à ce genre de choses. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que Anne de Bretagne était la dernière et l'une des dernières reines du Moyen Âge avant de passer à la Renaissance ou Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est la dernière reine du Moyen Âge pour moi, parce que c'est une femme qui est très attachée au passé. C'est une femme qui reste à l'écart des découvertes de son temps. C'est très étonnant, mais par exemple, l'imprimerie a été découverte de son vivant. Or, Anne n'a pas de livres imprimés. Elle n'a que des livres calligraphiés à la main, des manuscrits comme au Moyen Âge, très beaux d'ailleurs, enluminés, mais elle ne semble pas s'intéresser aux nouvelles découvertes et en particulier, alors là c'est encore plus étonnant, elle ne s'intéresse pas du tout à la découverte de l'Amérique en 1492 alors qu'en 1492 elle a 15 ans, elle vient de devenir reine de France. Elle est quand même duchesse de Bretagne, donc le port de Nantes est un port qui lui parle, hein. C'est pas quelque chose d'abstrait pour elle. Elle a vu des bateaux, elle a vu des cargaisons, elle sait ce que c'est. je vous ai perdu. Oh merde, j'ai perdu.
Je vais essayer de retrouver Madame Loer. Excusez-nous pour ce petit point.